Il y a quelque chose à propos des sectes qui fascine toujours les gens. La famille Manson, Johnston, les Branch Davidians, qu'on le veuille ou non, ces groupes sont devenus au fil des décennies des références culturelles profondément ancrées dans l'imaginaire collectif. Et dans l'univers spectaculaire du catch, il semble tout à fait naturel qu'une secte puisse donner naissance à un clan heel parfait. Bien que l'idée ait été tentée par le passé, elle n'avait jamais été exploitée avec autant de profondeur jusqu'à l'arrivée de la Wyatt Family. Si une grande partie du succès du groupe repose sur l'esprit créatif de son leader Bray Wyatt, il serait injuste de sous-estimer la contribution des autres membres de cette faction. Alors, comment cette mystérieuse faction s'est-elle formée? Et pourquoi leur ascension a-t-elle été aussi spectaculaire que leur chute? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de la Wyatt Family. Une histoire marquée par la créativité, la controverse et une malédiction qui a laissé sa marque dans l'industrie du catch. We're here. Tout a commencé en 2012, pas longtemps après qu'un jeune Husky Harris ait été renvoyé à la Florida Championship Wrestling, suite à son passage au sein de la Nexus. Comme nous l'avons abordé ailleurs sur la chaîne, cette période a pris fin de manière spectaculaire, laissant le fils de Mike Rotunda dans une impasse, forcé de réinventer son personnage. Heureusement, Harris était déjà à l'époque l'un des esprits créatifs les plus prometteurs du vestiaire, et il ne lui fallut pas longtemps pour développer un nouveau gimmick, celui d'un leader de secte provenant des marécages nommé Bray Wyatt. Ce personnage s'inspirait grandement de Waylon Mercy, une ancienne superstar des années 90 qui lui-même s'était inspiré de la prestation de Robert De Niro dans le rôle de Max Cady dans le remake de Cape Fear de 1991 réalisé par Martin Scorsese. Au début, Wyatt s'associa avec Ellie Cottonwood mais il marqua rapidement les esprits à la FCW alors qu'il se préparait à faire son entrée dans NXT plus tard cette année-là. Lors de son passage à NXT, Wyatt continua de récolter des victoires contre des lutteurs comme Aiden English, jusqu'en juillet où il subit une déchirure au pectoral le forçant à s'absenter pendant plusieurs mois. Néanmoins, cette blessure se révélera être un mal pour un bien, car plutôt que de disparaître totalement de l'écran, le leader de la secte allait enfin pouvoir commencer à bâtir un culte autour de lui, en adoptant ses fils sous la forme de Luke Harper et Eric Rowan. Ces derniers allaient exécuter ses volontés tandis qu'il attendait tranquillement aux abords du ring dans sa rocking chair. Et alors que Harper et Rowan régnaient sur la division par équipe de NXT, remportant les titres par équipe à un moment donné, Wyatt se préparait à faire son retour sur le ring. Ce retour a eu lieu le 21 février 2013 lorsqu'il expédia rapidement Yoshitatsu. Peu après, Bray tenta de recruter son frère dans la vie réelle, Bo Dallas. Mais ce dernier refusa catégoriquement et infligea même à Bray sa première défaite sous ce nouveau gimmick le 13 mars. Furieux et désireux de se ressaisir, les Wyatt passèrent les mois suivants à se frotter à Corey Graves, au directeur général de NXT, William Regal, prenant même part à un match à 6 combattants contre ces deux-là et Adrian Neville le 26 juin. Et ce match serait leur dernier sur la brande noire et or. En effet, après que Bray ait fait le tomber sur Regal lors de ce combat, le groupe fut transféré au roster principal, car Vince McMahon avait vu le potentiel de cette faction de superstars. McMahon avait en fait déjà préparé le terrain pour l'introduction de la Wyatt Family, avec des vidéos mystérieuses diffusées depuis la fin mai où Bray Wyatt annonçait que eux allaient arriver. Y arriver, ils allaient le faire, le 8 juillet 2013 lors de l'épisode de Raw où ils attaquèrent Kane. Ce fut la première d'une longue série d'attaques car dans les semaines qui suivirent, ils éliminèrent des superstars comme R-Truth, Justin Gabriel et 3MB tout en envoyant des messages cryptés au Big Red Machine, lui ordonnant de suivre les buveurs de verre Follow the Buzzers. Cela mena rapidement à un match Ring of Fire à SummerSlam en août, où Bray affronta Kane dans un combat en 1 contre 1, le ring étant entouré de flammes. Bien que le match ne fût pas en lui-même exceptionnel, le spectacle et la possibilité de voir Bray Wyatt enfin dans le ring furent suffisants pour capter l'attention du public. Déjà à ce moment-là, les fans commençaient à adhérer massivement à ce nouveau personnage. Cela ne ferait que continuer dans les semaines qui suivirent, les Wyatt enchaînant les victoires avant de commencer leur prochaine grande rivalité en novembre lorsqu'ils se retrouvèrent face à Daniel Bryan dans un match handicap à 3 contre 1. Un combat qu'il gagnerait évidemment, mais la victoire n'était pas suffisante pour Bray et ses acolytes à ce moment-là, car ils voulaient capturer l'âme de l'American Dragon. Cela les amena à passer les semaines suivantes à tenter d'intégrer Bryan dans leur secte, le fatiguant mentalement jusqu'à ce qu'enfin, lors du dernier épisode de Raw de 2013, il céda et rejoignit la famille, semblant devenir heel dans le processus. Mais au final, cela se révélera être une ruse, car lors d'un match en cage opposant Bray et Bryan aux Usos le 13 janvier 2014, l'American Dragon révéla qu'il avait trompé les heels pendant tout ce temps. Puis après avoir mis Bray hors jeu, il le laissa enfermé dans la cage. Bien sûr, le leader de la secte ne prit pas cela à la légère et chercha immédiatement à se venger. Il obtiendrait finalement au Royal Rumble plus tard ce mois-là où il battit non seulement son rival mais l'invalida également, l'empêchant de participer au match éponyme plus tard dans la soirée. Après cela, Bray et sa famille commencèrent à concentrer leur attention sur l'autre grande faction de la WWE à ce moment-là, le Shield. Les deux groupes se retrouvèrent accidentellement dans les lignes de mire l'un de l'autre lors de l'épisode de Raw du 27 janvier, ce qui mena au match rêvé que les fans attendaient depuis des mois.
Les deux factions s'affrontèrent dans un match à 6 combattants lors d'Elimination Chamber du 23 février, un match qui ne déçut pas, devenant l'un des meilleurs de l'année. Et pour couronner le tout à la fin de la soirée, ce furent les Wyatt qui sortirent vainqueurs, ce qui renforça encore davantage leur croyance en eux-mêmes. Ils commencèrent alors à viser le visage de la compagnie, John Cena. Mais bien sûr, à ce moment-là, qualifier Bray et ses acolytes de heel était un peu exagéré, car malgré le fait qu'ils soient toujours représentés comme des heels partout où ils allaient, vous n'auriez pas pu le deviner en écoutant les fans, dont beaucoup avaient totalement adhéré au culte. À chaque fois que la musique des Wyatt retentissait, les fans explosaient d'approbation, levant leur téléphone en l'air pour signifier qu'ils avaient choisi de suivre les buveurs de verre et de rejoindre le mouvement. Et alors que la préparation pour le match Bray contre Cena à WrestleMania 30 battait son plein, les foules avaient fait leur choix. Elles semblaient totalement d'accord avec l'évaluation de Bray selon laquelle la carrière de Big Mac John représentait une époque de mensonges. Et la seule façon de résoudre cela, selon Bray, serait que le visage de la compagnie se tourne vers le côté obscur, quelque chose que les Wyatt tentèrent désespérément de lui faire faire dans les semaines suivantes. Mais malheureusement, ils ne parvinrent jamais à leur fin. Lors de WrestleMania 30, quand tous les fans présents étaient derrière Bray chantant « He's got the whole world in his hand » en chœur comme un orchestre sous sa direction, Cena résista à l'envie d'utiliser une chaise en acier pour prendre l'avantage. La jeta de côté et battit Wyatt clean, dans un moment qui se dressa en contraste frappant avec le message de la nouvelle génération montante qui était mis en avant tout au long de la soirée. Cependant, la famille obtiendrait sa revanche lorsqu'un mois plus tard, Bray et Cena se retrouveraient pour un match lors de Extreme Rules du 4 mai, cette fois dans une cage en acier. Mais lors de ce match, un moment étrange se produisit lorsqu'un petit enfant, muni d'un modulateur de voix, détourna suffisamment l'attention de Cena pour permettre à Wyatt de décrocher la victoire. Oui, malgré cette victoire, il semblait que le groupe se dirigeait dangereusement vers le niveau de méchant de Scooby-Doo à ce moment-là, ce qui ne les aidait pas vraiment à conserver leur crédibilité. Et cela ne fit qu'empirer lorsque lors de Payback le 1er juin, Cena mettrait fin à la rivalité en battant Bray à nouveau, cette fois dans un match Last Man Standing, un combat qui effaça tous les bons éléments de leur feud. Après cela, il y eut un sentiment général que l'élan de la Wyatt Family avait diminué. Dans l'espoir de se remettre de cela, Harper et Rowan tenteraient de s'imposer dans la division par équipe en affrontant les champions par équipe, les Usos, cet été-là. Bray redirigerait aussi son attention, décidant de participer au match Money in the Bank lors du pay-per-view en juin, le même show où ses sbires auraient enfin leur chance pour les titres par équipe. Malheureusement, les trois échouèrent à remporter les victoires ce soir-là, et pour aggraver les choses, le mois suivant à Battleground, Harper et Rowan échoueraient à battre les Usos une fois de plus. Pendant ce temps, sur le reste du programme, leur leader perdrait proprement contre Chris Jericho, ce qui n'a fait qu'accroître la perception croissante que la Wyatt Family devenait rien de plus qu'un groupe de jobbers glorifiés. Oui, même si Bray réussissait à obtenir une revanche plus tard, il était désormais clair pour beaucoup que le destin du groupe était scellé, devenant une autre victime de l'équipe créative de la WWE. La promesse qu'ils avaient en tant qu'acte phare semblait s'être évaporée dans une spirale descendante qui avait commencé après la défaite de Wyatt contre Cena à WrestleMania. Donc, dans un effort pour redynamiser la situation, la WWE décida de séparer l'acte en septembre. Cependant, cela se fit de la manière la plus paresseuse et anticlimatique possible, lorsque Bray annonça simplement dans une vignette préenregistrée qu'il libérait ses sbires. À partir de ce moment-là, et peut-être de manière prévisible, les choses ne s'améliorèrent pas pour chacun des membres de la Wyatt Family. Bray se retrouva dans une rivalité avec Dean Ambrose, ce qui ne fit qu'affaiblir la position des deux hommes. La brève carrière de Luke Harper en tant que champion intercontinental fut interrompue avant même d'avoir pu réellement commencer, tandis qu'Eric Rowan peinait à se faire une place en tant que catcheur individuel. Il était clair pour beaucoup à ce moment-là que, du moins pour Wyatt qui restait l'une des meilleures têtes créatives de la compagnie et Harper l'un des grands hommes les plus sous-estimés du catch à ce moment-là, ce n'était pas un manque de talent qui les freinait, mais bien la direction créative de la compagnie à leur égard. Heureusement, les choses commencèrent à montrer des signes d'amélioration lorsque le 7 mai 2015, dans un épisode de SmackDown, Harper et Rowan se réunirent en tant qu'acte heel. À partir de là, ils reprirent leur domination de la division par équipe pendant un certain temps. Mais même cela ne les fit apparaître que rarement dans les A-Shows, passant principalement leur temps à combattre sur Superstar et Main Event. Ce ne fut que le 19 juillet lors de Battleground que les choses commencèrent à vraiment se remettre en marche. Luke Harper intervint dans le match de Bray Wyatt contre Roman Reigns, l'aidant à obtenir la victoire, et le groupe se reformait à partir de là. Malheureusement, cette réunion fut légèrement perturbée après qu'Eric Rowan se soit blessé au biceps à ce moment-là, le mettant hors d'action pendant un certain temps. Bray et Harper continuèrent en tant que tag team pendant un moment jusqu'à l'épisode de Raw du 24 août où le plus récent membre du groupe, Braun Strowman, fut introduit. Faisant immédiatement une grande impression, Braun mit à mal Dean Ambrose et Roman Reigns agissant en tant que nouveau heavy silencieux du groupe, tandis que les deux autres prenaient en charge la plupart du travail. Cela s'avéra être une combinaison gagnante pour les Wyatt, car lors de Night of Champions le 20 septembre, le trio d'Hill bat Ambrose, Reigns et Chris Jericho dans un match par équipe à 6.
Après ça, Eric Rowan revint pour compléter le quatuor et désormais apparemment imbattable, ils se tournèrent vers l'Undertaker après l'avoir attaqué lors du pay-per-view Hell in a Cell le 25 octobre. Ils l'emportèrent en coulisses de manière similaire à ce qu'ils avaient fait avec son frère Kane 2 ans auparavant. Cela conduisit à un retour de la Big Red Machine pour venger son frère, avec tout cela menant un match par équipe à 6 opposant Wyatt et Harper aux Brothers of Destruction, nouvellement reformés lors de Survivor Series en novembre. Mais dans une décision lunaire qui ne fit que nuire à tous, les Wyatt perdirent ce match, entamant de nouveau la trajectoire descendante qui les avait poursuivis auparavant. Car suite à l'échec des 4 hommes à remporter le titre WWE lors du Royal Rumble de 2016, Harper et Bray perdirent un match handicap contre Brock Lesnar lors de Roadblock le 12 mars 2016, lorsque le leader du culte refusa de monter sur le ring. En coulisses, la raison de cela était qu'il souffrait d'une blessure au dos qui le tiendrait largement à l'écart des rings pendant un certain temps. Mais il n'était pas le seul membre de la famille à être blessé. Luke Harper se blessa également au genou à ce moment-là, une blessure suffisamment grave pour le mettre hors compétition pendant 7 mois. Ainsi, limités dans ce qu'ils pouvaient faire, les membres restants de la Wyatt Family subirent l'humiliation ultime lorsque lors de WrestleMania 32 le 3 avril, ils furent relégués au rôle de chair à canon pour le Rock. Et ça après qu'il eut verbalement éviscéré Bray, puis battu Eric Rowan dans un match improvisé de 6 secondes. Après cela, le groupe désormais affaibli tenta de se redresser en effectuant un léger virage vers les babyface. Ils commencèrent une brève rivalité avec la League of Nations en avril de cette année-là, avec Bray Wyatt à ce moment-là solidifiant ce changement en faisant équipe avec son ancien ennemi juré, Roman Reigns. Toutefois, cette nouvelle direction serait rapidement coupée court lorsqu'à un événement en direct en Italie plus tard dans le mois, Bray se blessa au mollet, ce qui le mit à l'écart pendant un certain temps. Cette blessure causa également l'annulation du programme entre la Wyatt Family et la League of Nations. Lorsque Bray et le reste de la famille, à l'exception de Luke Harper bien sûr, firent leur retour en juin, ils se retrouvèrent face au New Day. Cela conduisit à la première incursion de la WWE dans le match cinématographique lors de l'épisode de Raw du 11 juillet lorsque le trio Babyface débarqua dans le compound des Wyatt pour se battre avec leurs rivaux. Après cela, ils s'affrontèrent dans un match par équipe à 6 le 24 juillet lors de Battleground où dans un moment assez rare à ce stade, la Wyatt Family remportait la victoire. Cependant, tout l'élan qu'ils pouvaient avoir pris serait de nouveau freiné lors de la draft de cette année-là. Vince McMahon, voyant Braun Strowman comme sa prochaine grande star en solo, décida de le séparer du reste du groupe, le plaçant à Raw, tandis que Bray et Eric Rowan étaient transférés à SmackDown. Pour aggraver les choses, après avoir été drafté, Rowan se blessa à la coiffe des rotateurs, ce qui le mit hors action jusqu'à l'année suivante. Heureusement, Luke Harper fut autorisé à revenir sur le ring à cette époque, et le 9 octobre, lors de l'édition de SmackDown, il fit son retour pour se réunir avec son mentor. À ce moment-là, Bray ne se contentait plus d'avoir ses 2 premiers fils à ses côtés. Il avait désormais jeté son dévolu sur un attrait bien plus grand, Randy Orton. Au cours des semaines suivantes, la Wyatt Family rendit la vie de Randy Orton infernale, tentant constamment de le manipuler pour qu'il rejoigne leur camp. Après un certain temps, cela sembla fonctionner car à partir de novembre, la Vipère commença à les aider à gagner des matchs, ce qui semblait confirmer qu'il avait bien rejoint leur côté. En fait, lors des Survivor Series de ce mois-ci, Bray et Randy se retrouvèrent dans la même équipe lors du match d'élimination 5 contre 5 entre SmackDown et Raw. À un moment donné, Randy sauva Bray en se jetant sur le chemin d'un spear de Roman Reigns, solidifiant ainsi ses allégeances. Le groupe semblait alors être devenu une unité solide, et Bray et Randy remportèrent les titres par équipe de SmackDown en battant Heath Slater et Rhino lors de TLC le 4 décembre, marquant ainsi la première victoire en titre du clan sur le roster principal. Avec la règle des Freebirds en place, cela signifiait que les 3 membres actifs du groupe pouvaient défendre les ceintures chaque fois qu'ils le souhaitaient. Cependant, malgré les apparences d'un avenir prometteur, un homme n'était pas convaincu de la nouvelle fidélité de Randy Orton, Luke Harper. Avec ça en tête, au fil des semaines suivantes, des signes de dissension commencèrent à apparaître entre les deux, ce qui conduisit finalement à leur perte des titres par équipe face à American Alpha lors de l'épisode de SmackDown du 27 décembre. Après cela, les choses se dégradèrent encore davantage lorsque Bray, croyant que Randy était sincère, frappa Harper avec un Sister Abigail lors d'un match entre ses 2 protégés en conflit, confirmant ainsi son exclusion du groupe. Cherchant vengeance, Harper tenta d'éliminer ses anciens coéquipiers lors du Royal Rumble de 2017, mais en vain. Randy Orton remporta finalement la victoire et 1 mois plus tard, lors de l'Elimination Chamber, Bray Wyatt atteignit enfin le sommet en remportant le match principal pour devenir le champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Cela a bien sûr préparé un match pour le titre à WrestleMania entre les deux. Un match où, tout en restant fidèle à la famille, Orton refusa initialement de participer. Cependant, la Vipère révélera qu'il avait manipulé Bray depuis le début, attendant le bon moment pour frapper. Le 28 février, lors de l'épisode de SmackDown, il mettra le feu au compound de la Wyatt Family, annonçant ainsi qu'il affronterait Bray à WrestleMania. Et bien sûr, lorsque le moment du match arriva, c'était Orton en mode babyface qui remporta la victoire, mettant ainsi un terme définitif à la Wyatt Family.
Bien que cela aurait pu être bien plus intéressant si cela avait été mieux booké, cela reste l'un des clans les plus intéressants et uniques de ces dernières années. Il a permis à Bray Wyatt de se positionner comme un main eventer tout en servant de tremplin pour des talents comme Braun Strowman. Il est vrai qu'il est triste de voir qu'à un certain moment, la Wyatt Family n'était plus qu'une équipe de jobbers glorifiés. Et encore plus triste qu'ils n'aient jamais su capitaliser sur leur popularité grandissante en prévision de WrestleMania 30. Mais cela révélait davantage de problèmes en coulisses avec la direction créative. Après la dissolution de la faction, chacun d'eux suivra son propre chemin. Strowman poursuivra sa montée vers les sommets du main event à Raw, tandis qu'à SmackDown, Harper et Rowan se réuniront pour former les Bludgeon Brothers pendant un certain temps. Ce n'est qu'après cela que le premier obtiendra sa libération en 2020 et rejoindra l'AEW où il vivra une période de carrière exceptionnelle en tant que Mr. Brody Lee, le leader du Dark Order. Malheureusement, Brody Lee décédera de manière inattendue le 26 décembre de cette même année. En hommage à lui, Eric Rowan, qui avait été également libéré par la WWE à ce moment-là, fera une apparition lors de son show hommage dans l'épisode de Dynamite du 30 décembre. Il est regrettable qu'il ait été libéré à ce moment-là, car avant cela, il avait pris de l'ampleur comme partenaire de Daniel Bryan, allant même jusqu'à devenir champion par équipe de SmackDown avec lui. Et qu'en était-il du leader du groupe, Bray Wyatt lui-même? Eh bien, après la séparation, il passa un certain temps à se chercher, la WWE ne sachant plus vraiment quoi faire de lui. C'est alors qu'en 2019, il prendra les choses en main et se transformera en The Fiend, un personnage de vilain inspiré de films d'horreur né de son esprit torturé. Pendant un certain temps, The Fiend sera l'un des personnages les plus populaires de la WWE. Avec cette gimmick dominante, Bray Wyatt accède au titre universel à 2 reprises et créa même sa propre version du titre. Cependant, comme à son habitude, Vince McMahon a réussi à gâcher cela en le faisant perdre d'abord contre Goldberg, puis contre Roman Reigns, ces 2 matchs étant pour le titre universel. Ensuite, Bray aura quelques bons matchs, notamment en s'alliant avec Alexa Bliss, avant de se confronter à son ancien rival, Randy Orton, qui lui infligeait un coup fatal à WrestleMania 37, marquant un tournoi dans son personnage. Puis le 31 juillet, après 12 ans de bons et loyaux services, la WWE annonce sa libération de contrat, une décision prise après celle de Braun Strowman. Cependant, après des rumeurs et une forte demande des fans, la WWE, désormais sous la direction créative de Triple H, ramène Bray Wyatt le 8 octobre 2012 lors de Extreme Rules après 1 an et 2 mois d'absence. Et ça, juste après le Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth freaking Rollins avec un nouveau personnage. Ici, à la WWE, dans son chez lui, il crée un nouveau personnage sous la forme de Uncle Howdy et commence une rivalité avec LA Knight. Une rivalité qui culminera dans un match Pitch Black au Royal Rumble, marquant son dernier match à la WWE. Après cela, il disparaît des écrans après le SmackDown du 17 février en raison de blessures et de rumeurs concernant une maladie. Plus tard, il sera révélé que suite à sa vaccination contre le Covid-19, Bray Wyatt a malheureusement souffert des effets secondaires et est décédé le 24 août 2023 à l'âge de 37 ans, laissant derrière lui une femme et 4 enfants. Malgré cette immense perte qui est encore ressentie aujourd'hui, Bray Wyatt n'était pas revenu sans idée. Il était en train de réaliser son rêve de travailler avec son frère Bo Dallas qui se cache sous le personnage d'Uncle Howdy. Ensemble, ils ont formé la Wyatt Six avec Eric Rowan revenant dans la faction. Braun Strowman est également revenu et occupe une place importante en rivalité avec Jacob Fatu, une future superstar au sein de la WWE. Le plus marquant est le retour d'Alexa Bliss après 2 ans d'absence, portant la tenue qu'elle avait aux côtés du Fiend, accompagnée de sa poupée Lily, un personnage central dans l'univers de Wyatt. En définitive, malgré les pertes et la malédiction qui semble s'abattre sur cette famille, on peut revenir sur ce groupe pour ce qu'il a été à son apogée. Un moyen pour l'un des hommes les plus créatifs de l'industrie de bâtir une mythologie autour de lui-même, offrant ainsi à lui et à ses partenaires plus de visibilité que presque tous les autres lutteurs du roster. Ses partenaires comprenaient certains des plus grands talents sous-utilisés de la lutte et comme les événements suivants l'ont montré, ils avaient le potentiel de devenir des stars principales, à condition de leur en donner l'opportunité. En fin de compte, ce qu'ils avaient à faire pour y arriver, c'était de Follow the buzzer.